Et parlons des scénarios de marché des équipes de stratégie de CPR Asset Management. C'est Laetitia Baldeschi qui nous rejoint par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPRAM. Bonjour Laetitia, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle des scénarios de marché tactiques à 3 mois que vous réévaluez tous les mois chez CPR Asset Management. Alors l'idée, c'est qu'il y a évidemment un scénario de risque important autour de l'inflation, mais je voulais qu'on comprenne bien avec vous les mécaniques de diffusion de l'inflation. Où est-ce qu'on en est de ces phénomènes aujourd'hui, Laetitia? Je retiens d'ailleurs à ce sujet un petit commentaire fait par le chef économiste d'IHS Markit, donc qui mène ses études mensuelles auprès des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services. On parle là justement de la composante service, c'est-à-dire une activité qui n'est pas la plus en front avec la question des pénuries de matières premières, par exemple. Et les équipes d'IHS Markit notent que l'inflation, la hausse des prix dans le secteur des services commence à avoir un impact sur les comportements de consommation, puisque les fournisseurs de services, au-delà de la modération naturelle de la demande, constatent quand même une érosion assez marquée visiblement de la croissance de la demande liée aux effets prix. Effectivement, Grégoire, vous avez raison de le dire, les pénuries d'intrants et notamment de matières premières, et en particulier le phénomène qu'il se passe ponctuellement sur l'énergie, a des répercussions non seulement sur le secteur manufacturier, mais bien évidemment également sur les services par ricochet. Il est clair que lorsque l'on vous annonce des hausses de tarifs du gaz réglementé, comme on a pu en entendre depuis quelques semaines un peu partout en Europe, aussi importantes qu'elles ont été annoncées, et bien cela a un impact immédiat sur le pouvoir d'achat des ménages, qui répercute sur la consommation qui n'est pas, je dirais, essentielle dans leur panier de consommation classique, et donc on a un effet sur la demande adressée aux entreprises du secteur des services. C'est-à-dire, Laetitia, en termes de comportement, là, même si on sait qu'il y a une accumulation d'épargne très importante à travers cette crise, même si on voit des mesures de protection, de soutien du pouvoir d'achat, on peut imaginer quand même une logique de précaution, une logique de thésaurisation peut-être de la part du consommateur face à ces phénomènes inflationnistes et, comme vous l'avez dit d'un mot, le bruit médiatique qui va autour. Tout à fait. C'est en tout cas ce que l'on a pu observer par le passé lors des différents chocs sur le prix de l'énergie qu'on a pu observer. Donc on a eu plusieurs exemples, notamment à l'époque 2008-2009, et ce qui avait, rappelons-nous, accéléré la tendance au ralentissement assez fort de l'économie mondiale par le choc sur l'énergie. Quand vous regardez aujourd'hui le prix du gaz, si on traduisait dans un équivalent en énergie du prix du baril de pétrole, ce serait l'équivalent de $170 le baril. On se rappelle qu'en 2008-2009, le pic était à $144 de mémoire, me semble-t-il. Donc, vous voyez qu'on est sur un choc extrême, avec une dépendance au gaz qui a été accélérée par toutes les premières mesures de transition climatique que l'on a mis en place un peu partout. Donc, on a cette problématique sur le gaz. On a évidemment un cumul d'effets de chocs négatifs, je dirais, en termes de niveau de stock qui était très bas, en termes de géopolitique. On voit bien qu'il y a un petit peu de tension côté algérien, côté russe, et qui diminue les approvisionnements de l'Europe notamment. Et donc tout ceci, plus le vent qu'il manque au Royaume-Uni pour approvisionner l'énergie à base d'éoliennes, eh bien on se retrouve avec une vraie problématique, une crise énergétique qui touche l'Europe, mais qui touche le monde aussi. On a pu le voir en Chine au mois de septembre. Le rebond attendu dans les PMI n'était pas présent. Pourquoi? Et ça, c'était très bien mis en avant dans les commentaires des enquêtes, parce qu'il y avait ce problème de pénurie de courant dans beaucoup d'entreprises. Les entreprises, les fournisseurs d'énergie, d'électricité, ayant coupé leur activité plutôt que de produire à perte, puisque le prix de l'électricité est réglementé en Chine. Pour autant, en termes de scénario de marché, Laetitia, vous continuez de croire que le scénario central, à 60% pour les 3 prochains mois, reste celui d'une normalisation graduelle. Pourquoi est-ce que le scénario d'inflation reste un scénario de risque important, toutefois, à 25%, mais pourquoi est-ce que vous restez dans l'idée principale, quand même, que la normalisation se fera de manière graduelle et, j'ai envie de dire, presque ordonnée ?
Ben écoutez, pour le moment, effectivement, notre scénario central, à 60% de probabilité d'occurrence, comme vous le rappeliez. Pourquoi ? Parce que on a le sentiment que cette crise énergétique, elle est ponctuelle, comme je le disais, elle fait référence à beaucoup de phénomènes concomitants, mais selon les projections, elle devrait prendre fin, en tout cas s'atténuer très nettement, au deuxième trimestre 2022. Donc on continue de penser que c'est quelque chose de transitoire, sachant qu'il y a beaucoup d'épargne, comme vous l'aviez mentionné précédemment, de précautions qui issues de la crise, et qu'il y a toujours cette demande assez forte un peu partout. Donc il nous semble que pour le moment, la thèse du transitoire du côté de l'inflation perdure, tant qu'il n'y a pas une boucle prix-salaire qui se mette en place de façon plus durable. Je dirais donc effectivement un scénario de normalisation graduelle qui prend en compte quand même le tapering qui se mettrait en place dès la fin de l'année aux États-Unis par la Réserve fédérale, et puis graduellement des hausses de taux, ce que l'on a pu observer, ce qui vraiment s'est mis en place depuis quelques semaines dans le marché, avec des marchés actions qui sont pour pas très très loin de leur maximum, mais qui continuent d'avoir une petite légère marge de progression en fonction des disparités des indices de façon géographique. Ouais. Et vous dites, quand vous regardez justement le marché obligataire, Laetitia, alors 1,50 autour pour le 10 ans américain, moins 0,20 autour pour le 10 ans allemand, vous dites, oui, le marché est lui aussi dans ce scénario de normalisation graduelle. Sur ces niveaux de taux-là, c'est ce que joue le marché à ce stade. Il me semble, s'il devait s'inquiéter plus de l'inflation et notamment de la pérennité de cette inflation qui se mettrait en place dans les économies développées, un peu comme déjà on peut l'observer malheureusement dans les émergents, eh bien on aurait effectivement des mouvements plus marqués, nous semble-t-il, sur les taux. Pour nous, dans le scénario alternatif où l'inflation serait plus forte, en tout cas plus durable que ce que l'on a en tête, eh bien les taux monteraient vers 1,90 aux États-Unis. Et en zone euro se rapprocherait d'un zéro. Bon, et puis vous avez aussi dans un coin de votre tête chez CPRAM l'idée d'un ralentissement plus marqué en Asie. Donc ça, c'est l'autre scénario de risque. Alors avec une probabilité de 15%, c'est la Chine, mais c'est aussi l'ensemble de la zone asiatique qui pourrait connaître un ralentissement plus brutal qu'anticipé, Laetitia. Effectivement, vous savez comme moi que cette zone est quand même très très impliquée commercialement parlant, et tout ralentissement de la demande chinoise aurait des conséquences sur l'ensemble des partenaires asiatiques au premier chef, également sur le reste du monde, mais en premier lieu sur l'Asie. Et donc il nous semble quand même qu'on est toujours dans cette probabilité, alors non nulle, assez faible encore, 15%, d'un possible ralentissement plus marqué qui entraînerait des révisions à la baisse des perspectives de croissance, notamment pour les entreprises sur 2022. La Chine étant quand même, on le voit, dans une situation un peu complexe, on en a longuement parlé ensemble il y a peu, et on voit encore les annonces sur ce secteur de l'immobilier, de la promotion immobilière. Alors, c'est un secteur particulier. Il nous semble que les autorités ne vont pas laisser tomber tout le secteur de la construction, en tout cas réelle, l'activité réelle en Chine. Pour autant, ça va peser sur la confiance et sur la dynamique de croissance de la demande intérieure, à n'en pas douter. À cela, il faut ajouter les problématiques d'approvisionnement, comme partout dans le monde, et vous avez tous les ingrédients pour un ralentissement un peu plus marqué dans cette zone. Et si d'aventure ce ralentissement prenait plus d'ampleur, eh bien évidemment cela se traduirait par des baisses sur les marchés actions assez fortes, notamment évidemment dans les émergents. On envisagerait 10% de baisse à 3 mois sur ces marchés-là. Oui, 10% de baisse dans les émergents, mais 7,5% de baisse dans les marchés actions de la zone euro. En tout cas, c'est le petit calcul que vous faites pour ce scénario de risque. Encore une fois, je le rappelle, dont la probabilité que vous estimez est de 15%. Mais oui, la zone euro serait quand même directement impactée par ce ralentissement marqué en Asie.
Oui, tout à fait. Vous le savez, comme nos auditeurs, que le marché européen est quand même très sensible à la demande chinoise et à l'activité dans cette zone asiatique. Et on le sait très bien, on l'a vu dès les premiers atermoiements sur l'économie chinoise il y a quelques semaines. La correction sur certains types de secteurs, je pense notamment au luxe, mais pas que. En Europe, eh bien, le mouvement peut être d'ampleur, et il nous semble que si le ralentissement était plus marqué, plus vigoureux en Asie, eh bien l'impact serait non négligeable sur la zone euro. Le Japon également, qui est très sensible. On l'a vu, l'activité au Japon ne rebondit pas aussi vigoureusement qu'ailleurs, mais pour autant, je dirais que les spécificités industrielles du pays leur donnent grande dépendance au climat asiatique. On a vu la production d'automobiles qui est toujours en chute de 15% sur le mois d'août. C'est quand même considérable. Oui, le Japon, le marché japonais qui a très vite reperdu à peu près tout ce qu'il avait gagné cet été. Il a déjà reperdu 10% en moins d'un mois. Le Nikkei 225 qui était encore en baisse assez marquée ce matin. Merci beaucoup Laetitia. Oui. Merci pour vos remarques et ces scénarios de marché tactiques que vous avez détaillés avec nous. Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management, avec nous par téléphone.